Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un peu les enseignements de cette phase aller du Nation Championship. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec Elias El Amraoui. Salut à toi. Salut, salut. Bon ben merci d'être avec moi sur cet épisode. On va parler donc vraiment au niveau collectif, individuel et aussi au niveau de comment on se place par rapport aux autres nations. Du coup, toi, qu'est-ce que tu as retenu au niveau collectif de bon sur cette tournée des Bleus, Elias? Ah non, mais je pense que les choses positives, c'est qu'il y a un groupe, malgré certains leaders qui n'étaient pas présents lors de ces 3 matchs de Champion de Nation. Donc je trouve que c'est la chose positive, voilà, c'est la solidarité, et tous les liens qu'il y a pu avoir entre, voilà, on a pu voir des connexions comme Jalibert, Ntamak, voilà, bien que tous les médias veulent créer un peu la zizanie parfois, et des tensions. Car certes, il y a par exemple concurrence à des postes. Je pense que c'est bien de voir voilà, des joueurs qui enchaînent aussi bien entre le top 14, se mettre dessus toute l'année, et là, jouer ensemble et être performant. Donc je pense que c'est une des choses, il y en a d'autres, mais des choses positives. Ouais, en plus, on voit quand même aussi le vivier français. Parce qu'il y a pas mal de joueurs avec des premières capes. Il y a des joueurs qui ont découvert l'équipe de France totalement. Staniforce, Allo Emile. T'as des joueurs, même s'ils n'ont pas fait de grand Didier aussi, Kadang. Oh, Non, ça prouve aussi le vivier français, la profondeur qu'on a en France, et ça c'est impressionnant qu'on arrive à concurrencer des belles équipes comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande ou le Japon. Et d'ailleurs, tu parlais de cette association du coup Tamak Jalibert, donc Jalibert à l'arrière. Est-ce que pour toi, ça va être compliqué pour Thomas Ramos ou pas du tout? non, ouais, Thomas Ramos, c'est vrai que ce débat-là, il est un peu, ça va être compliqué parce que je pense que Thomas Ramos, quand même, ça reste un mec hyper important dans le groupe, quoi. Donc, c'est lui qui prend les points dans une Coupe du Monde. Donc, si on voit au long terme, là, on parle de la Coupe du Monde, je pense que Thomas Ramos est imbougeable. Après, voilà, c'est toujours une richesse d'avoir autant de joueurs là et des rotations possibles sur les postes. Et je pense qu'on en a besoin de cette profondeur parce que les saisons peuvent être longues et on n'est jamais à l'abri d'une blessure. Mais je pense que Thomas Ramos, non, il est imbougeable, quoi. Oui. Bah, franchement, je suis tout à fait du même avis. Parce qu'en plus, si c'est Antoine Dupont titulaire, on a besoin d'un buteur. Et Ramos, que ça soit par ses qualités du coup face au perche, mais aussi dans l'état d'esprit, c'est un mec, il harangue les chips, il peut aussi faire sortir les mecs en face du match, hein, parce que c'est un gros chambreur, gros parleur sur le terrain, et aussi il a une vision du jeu mais exceptionnelle, ce qui fait le joueur qu'il est aussi aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu as noté d'autres bonnes choses, d'autres bons points sur cette tournée, peut-être dans le jeu ou... Non, après, dans le jeu, bien sûr qu'il y a des choses positives. Là, on a vu les matchs, ils ont été très positifs, bien malgré la défaite face aux Blacks. Et je pense que voilà, ça reste dans la continuité quand même de ce que fait Gatti avec l'équipe de France. Et, sinon, oui, dans le jeu, bien sûr qu'il y avait de la vitesse d'exécution, il y avait des soutiens très proches, ça a beaucoup convergé, mais maintenant, on va dire que il ne faut pas le banaliser, mais on s'y habitue un peu. Je pense que sur ces choses-là, des choses qui, il y a en tout cas, c'est une chose positive aussi de se dire qu'il y a de la continuité, encore une fois, malgré le manque de certains mecs, quoi. Ouais. Et, je pense qu'on est sur une continuité, quoi. Et surtout, je trouve qu'on s'est vraiment amélioré dans le jeu aérien. On en parlait du coup juste avant, que LBB, c'était un de ces secteurs qui souhaite vraiment travailler à fond, et des profils comme Grand Didier, comme Atisobé, ça apporte énormément, je trouve. Et ça nous fait aussi faire en sorte que dans certaines situations, on n'ait plus le feu comme avant. Que ça soit défensivement ou offensivement, du coup, de pouvoir mettre le feu aux équipes adverses. Et je trouve que ce qui était un point faible avant devient vraiment une force du 15 de France maintenant, avec des joueurs de plus en plus aériens, aussi bien chez les avants que chez les trois quarts, quoi. Non, tout à fait, c'est sûr, le jeu aérien, là, tous les coachs, que ce soit en top 14 ou à l'international, le dit que c'est hyper important, que ça peut être la clé de certains matchs, comme on a pu le voir face à l'Afrique du Sud
de la Coupe du Monde chez nous à la maison et le match qu'on perd en phase finale. Après, ça fait pas la totalité d'un T'as un match. match, mais c'est vrai que ça peut facilement faire renverser la rencontre quand même. Maintenant, côté mauvaise chose, bon, il y a toujours ce point noir qui reste, qui était depuis déjà le tournoi Destination, la tournée d'automne aussi, c'est la mêlée. La mêlée, ça reste quand même un secteur assez compliqué en équipe de France, au poste de pilier droit notamment, même s'il y a des solutions qui peuvent être de plus en plus concrètes. Oui, non, c'est sûr, la mêlée là, c'est un peu compliqué, mais on a des solutions avec comme Montagne, un peu qui a quand même satisfait lors de ses apparitions, même si l'adversité, on avait parlé juste avant, voilà, c'est différent, on va dire, face au Japon que débuter face au Black. Voilà, Demba Bamba, bon, tout le monde le descend à cause de son indiscipline. Bon, il a fait une faute en mêlée. Après, dans le jeu, il s'est montré un peu indiscipliné. Moi, je pense quand même en revanche que sur les mêlées, sur les journalistes ou tous ceux qui analysent le rugby, ceux qui connaissent quand même le rugby de près, quoi. Enfin, je pense qu'on peut quand même reconnaître que quand même c'est assez complexe d'évaluer des fois certaines fautes parce que c'est des détails. Donc sur ça, je pense que bien sûr qu'il y a de la technique et voilà que ça se travaille. Bien sûr que Winnie Antonio, il a laissé un grand vide, on va dire, à ce poste-là. Et maintenant, 3 matchs, je pense pas que c'est suffisant pour faire des fortes conclusions. Ça peut changer très vite, mais il y a de l'espoir, je pense. Il y a de l'espoir. Oui, Montagne en plus c'est encore jeune, hein, c'est un 2000, seulement 25 ans, donc il a encore du temps pour monter. T'as Tevita Tatafou qui aussi essaye d'enchaîner, même s'il est souvent enclin quand même aux blessures. Demba Bamba, c'est un très bon joueur intrinsèquement, il a une capacité physique folle, comme tu le disais, aussi du gaz. C'est un joueur qui, dans le jeu, peut apporter énormément. Mais comme on le dit quand même, un match, ça se gagne d'abord devant. C'est toujours plus facile d'envoyer du jeu quand t'as tes avants qui roulent sur les autres. Donc voilà, ça reste un point, on va dire, un peu contrasté de la copie bleue. Ça va être un travail, je ne sais pas si on va être prêt encore pour 2027, pour la Coupe du Monde, même s'il y a encore 4 matchs, 9 matchs, du coup, si on compte la phase retour du Nation Championship, la finale, même si c'est une petite finale en fonction de notre classement, et le tournoi destination. Au niveau international, il y a encore 9 matchs pour se préparer, contre en plus de belles nations qui ont des mêlées réputées, hein, Afrique du Sud, je pense à l'Écosse dans le 6 Nations. Ça va être quand même un point important. Donc après voilà, on parle de pilier droit, mais il y a aussi un pilier gauche. Il n'y avait pas Jean-Baptiste Gros aussi sur cette tournée, qui était l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France lors du 6 Nations. Donc aussi, ça peut y jouer sur des tenues en mêlée. Il n'y avait pas Julien Marchand aussi au talon. Ça peut jouer aussi sur la tenue en mêlée. Donc voilà, il y a aussi d'autres... C'est facile de taper sur les piliers droits parce qu'il n'y a plus Antonio également, je trouve. Non, c'est sûr. Tu parlais des collègues qui complètent la mêlée, c'est important. Ouais. En poste de talonneur, il me semble que Maxime Lamotte, c'était que sa 3e, 4e apparition. On a l'impression de beaucoup le voir parce que il est souvent là au rassemblement, tout ça, mais c'était aussi, ça fait partie de ses débuts. Et donc tu fais bien de le noter parce que la connexion avec son talonneur peut être ultra importante. Je pense que comme tu as pu le rappeler, dans le vivier français, on a quand même on a de la matière. Donc je pense que c'est qu'une question peut-être de temps. Et, ça devrait le faire. Et je voulais aussi revenir sur un point lors de ce Nation Championship où on voit qu'il nous manque quand même certains titulaires, notamment j'en prends 2, même 3, je peux en prendre 3 joueurs, c'est notamment Aldrit, Marchand et Cross. Et je vais parler du secteur notamment des contre-rucks, des grattages, où je trouve qu'on n'a pas fait énormément de grattages sur ces 3 matchs. Je sais pas si c'est ton ressenti aussi. Si, sur les grattages aussi, c'est vrai qu'il y en a eu un peu moins. Après, parfois, peut-être c'était une manière aussi de ne pas s'épuiser dans les rucks, essayer de rester bien présent
sur la ligne, quoi. Donc, mais pas après, c'est vrai que sur l'absence d'Aldrit et Cross, c'est sûr qu'elle a dû, elle se fait ressentir, quoi. Donc mais je pense que beaucoup de troisième ligne là, lors de ces matchs, a quand même remplacé cette absence, quoi. Ah oui, Et, niveau troisième ligne, je pense pas qu'on soit à plaindre, hein. C'est comme au poste de 9, je pense pas qu'on soit à plaindre. c'est sûr, c'est sûr. Et je pense qu'ils ont rajouté tous, finalement, quand on parlait de Gazotti, là, t'as des mecs comme Nushi, même Tixeron, on en parlait aussi un peu avant. Ils ramènent aussi finalement leur touche. Et ce qui est sûr, c'est que sur les grattages, peut-être qu'il y a eu une consigne. Bon, là, on pourra pas faire, on peut pas dire qu'on a les insides de discussion de Gatier les vestiaires, quoi. Mais c'est sûr que peut-être que ça rentre dans une certaine logique. Mais en tout cas, les autres troisième lignes, je pense qu'ils rajoutent leur touche et ballon en main, je les trouve quand même encore plus dangereux que ceux que tu as pu nommer. Oui, ce sont des profils différents. Mais voilà, c'était aussi, après voilà, faut choisir ses rucks. C'est que aussi, c'est que ça permet d'avoir ces joueurs Cross, Marchand, Aldrit. Ce sont des joueurs poison qui vont, même s'il va pas y avoir de grattage récompensé, il y aura les mains qui seront posées, ça ralentit. Les gars en face aussi, les adversaires le savent, donc il faut qu'ils viennent plus rapidement. S'ils viennent pas, il y a grattage. S'ils viennent, il faut faire attention à pas aller trop loin et pas plonger non plus, à pas non plus s'allonger sur le plaqué. Donc aussi voilà, ça peut être aussi un aspect mental. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, d'avoir de la présence de ces joueurs qui pèsent sur ces zones de ruck, comme tu pouvais avoir un Van der Flier. Tu savais que quand il y avait un ballon au sol, Van der Flier, il était pas loin. Ah, je te reçois sur ça. Je pense que, voilà, comme tu dis, ralentir les rucks, c'est une technique, voilà, d'être souvent quand même à la limite de la faute. Parce que, certes, Marchand et Cross peuvent faire des grattages concluants, mais c'est que des fois, ils peuvent aussi un peu traîner, ralentir un peu les sorties, faire la guerre un peu dans les rucks. Et tout ça, faut pas le faire. Faut trouver un équilibre et ne pas se mettre à la faute, ne pas être dans l'excès. Je pense que voilà, c'est sûr que c'est des grands guerriers. Marchand, je pense qu'il n'a pas trop de quoi s'inquiéter, même si Maxime Lamotte devient un bon numéro 3 et peut-être que Lamotte est passé devant Bougari. Mais ouais, Ah oui, Bourgarit, ouais. Mais sinon, ouais, pour ce qui est de Cross ou Aldrit, c'est un feuilleton. Je pense que les journalistes sont en train de saliver parce que ça va créer une forte concurrence à ce poste. Bien que tu as pu remarquer voilà, cette différence-là, ce manque-là. Je sais que je divague un peu sur la question du vivier au poste de troisième ligne parce que c'est une question qui, je pense, qui va être relevée. Et Fabien Galtier, ça va être un gros casse-tête pour lui. Ah oui. Oui, parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est on a l'avantage d'avoir énormément de profils différents, de gros porteurs. On a aussi Guillard, voilà, on a des joueurs aussi polyvalents qui peuvent évoluer dans la cage comme en troisième ligne. Il y a aussi Olivon, on n'en parle pas, mais Olivon aussi est troisième ligne. Il a été laissé à la maison. T'as les jeunes comme Timo Mathieu, Tixeron, Capilla qui sont très mobiles. Même Nushi aussi qui reste quand même très mobile. T'as Jégou, c'est un ferrailleur. Gazzotti, on en parlera après, mais c'est la régène un peu de Jelonche, un gros porteur de ballon, ferrailleur qui va être de partout et qui va surtout énormément avancer. Donc il me semble que j'avais vu une stat sur Gazzotti, bon j'en parlerai après, je vais pas tout étaler maintenant. Mais oui, donc voilà, on a quand même un beau vivier en poste de troisième ligne. Du coup, je pense que là, on parle déjà de joueurs, on commence à se focaliser de plus en plus au niveau individuel. Je pense qu'on peut passer sur les joueurs qui, pour toi, ont gagné des points, en ont perdu. Tu peux en citer 3, 4, autant que tu veux. Voilà, je te laisse. Non, mais ouais, c'est sûr que c'est un peu compliqué de dire des joueurs qui ont vraiment perdu, qui ont perdu gros. Comme on peut l'évoquer, c'est vrai que c'est pas des joueurs qui ont réalisé des mauvaises performances directement, mais c'est peut-être que des joueurs indirectement, voilà, implicitement, qui au vu des bonnes performances de leur concurrence, se voient un peu relégués. Relégués, tout à fait. Donc oui, on peut parler de Damien Penaud, mais bon, ça reste quand même avec la concurrence de Addis Ogbe qui arrive fort, même Grand Didier, il y a Mandiang, Gaël Dréan, la liste est longue.
même si Damien Penaud reste une figure quand même, on va dire, limite emblématique à ce poste. Meilleur marqueur aussi de l'histoire du 15 de France. Tout à fait, meilleur marqueur, voilà, très très grand joueur. Il est encore jeune, je pense qu'il a envie quand même de faire cette Coupe du Monde, mais Lubiel Paré, voilà, le bébé, c'est vrai qu'il est, comme tu as pu le dire, il est indétrônable, hein, bien qu'il sait, on a parlé des ballons hauts, il a conscience qu'il doit travailler ses ballons hauts, et surtout dans les matchs internationaux, ils deviennent de plus en plus, c'est un secteur où il faut être de plus en plus exigeant. Mais voilà, donc je pense que déjà à ce poste, il y a aussi il y a des joueurs qui vont être en difficulté, mais du moins de la concurrence. Le poste de troisième ligne aussi, avec Aldrit et Boudéan, deux joueurs qui se sont blessés avec La Rochelle contre le Stade français. Donc ils étaient déjà mis sur le côté, surtout Aldrit, lors du tournoi à destination. Et il avait du mal à, on va dire, à se redynamiser. Bien que quand on est dans une équipe qui est en difficulté, ben voilà, on peut rencontrer aussi des difficultés parce que voilà, autour de nous, ça joue moins, ça game moins. Et donc, on va voir si Aldrit et Boudéan, peut-être dans les phases de retour, je ne sais pas, en novembre de cette compétition. Mais en tout cas, à côté, il y a de la concurrence et peut-être qu'ils peuvent être considérés comme perdants. Et donc, on a vu Gazzotti, Nouchit qui seront faire des gros matchs. Jégou, bien sûr. Donc, voilà, poste de troisième ligne, je pense qu'il y aura du chantier. Et après, bon, je ne vais pas plus m'étaler parce que je ne suis pas assez concis là, mais en tout cas, pour moi, ça, dans ces zones-là, qu'il y a vraiment voilà, des pépins. Les lignes arrière, pour moi, les centres, demi-ouverture, ça n'a pas trop bougé. On connaît quand même. Je pense pas que Lucu est passé devant Dupont. Je pense pas que Jalibert est devant Ntamak. Donc, je pense que ça n'a pas trop bougé, en tout cas sur ces aspects-là. Ouais, je te rejoins sur les points. Donc, si tu devais aller résumer en 3 joueurs de chaque côté, de ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu des points, ça serait quoi les noms que tu pourrais citer? Je sais pas, j'aimerais bien que tu le fasses comme ça, j'ai un peu un ordre. Allez. Bon, du coup, moi, pour ceux qui ont marqué des points, je pense que Marco Gazzotti, il a montré sur les 3 matchs qu'il a été mais exceptionnel. Hein. C'est génération 2003-2004, il me semble. 2004, championne du monde, il me semble aussi. Gazzotti, c'est énorme porteur, même si même s'il porte pas beaucoup, il me semble, sur le match contre le Japon, il fait que 8 courses avec le ballon, ce qui est pas énorme pour en soi un numéro 8, mais il gagne plus d'une trentaine de mètres. C'est un des joueurs qui gagne le plus de mètres ballon en main. Donc voilà, c'est un joueur qui apporte énormément de densité, de puissance, que ça soit sur les impacts offensifs ou défensifs. Donc ouais, Gazzotti en tant que numéro 8, quand on sait qu'on avait Michael Guillard, soit Michael Guillard, soit Jelonche aussi, on avait testé, il me semble, lors du 6 Nations. Gazzotti est passé devant eux. Il a la fougue de la jeunesse, il a cette insouciance, il a et je le trouve aussi beaucoup plus discipliné, beaucoup plus mature aussi dans son jeu que par rapport à la saison dernière où quand l'UBB va en finale de top 14. Donc là, je le trouvais pas mal sanctionné sur la saison. Et là, je le trouve de plus en plus propre, de plus en plus mature, de plus en plus réfléchi à pas faire non plus des déplacements pour rien. Donc Gazzotti, pour moi, c'est un des joueurs qui a gagné des points. Atisogbe, évidemment, même si c'était quand même un élément important du dernier tournoi de destination. Là, je trouve que pour moi, il est largement passé devant Penaud. Pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Évidemment, ce n'est que mon avis. Mais Atisogbe, niveau aérien, niveau défense, niveau offensif, c'est impressionnant. À seulement 21 ans, il a déjà une palette technique exceptionnelle. Il peut aussi jouer arrière, à l'aile gauche ou droite. Il a une polyvalence, une très bonne polyvalence. Bon, c'est pas le joueur le plus polyvalent quand on peut comparer à un Calvin Gouraud qui peut jouer 10, 12, 13, 14, 15 et 11. C'est sûr, mais déjà, il peut compléter tout le trio arrière. Donc, Atisogbe, pour moi, tu vois, c'est un des joueurs qui a le plus assouvi, on va dire, sa souveraineté sur ce 15. Quoi. Est-ce que tu me rejoins sur les 2 premiers joueurs que j'ai cités? Oui, bien évidemment. En plus, sur l'année écoulée, le nombre de numéro 8, il y en a eu 6.
Il y a 6 joueurs quand même différents. On a testé Abadi, Guillard, Jelonche, Aldrit, Olivon. Donc, moi, je prends le train avec toi sur Gazotti. Mais il reste encore des rebondissements. Mais oui, je te rejoins quand même sans trop nuancer. Le fait que Gazotti et Atisogbe sont des top players et ils se sont quand même bien démarqués lors de ces matchs. Et après, du coup, dernier joueur qui, pour moi, a gagné des points, bah, du coup, on en parlait au début de cette vidéo, c'est au poste de pilier droit, c'est Régis Montagne. Beaucoup critiqué lors de la tournée d'automne. Mais je trouve que quand même il a fait énormément d'efforts. Il a eu aussi une saison un peu ponctuée par des blessures, notamment au niveau des cervicales, ce qui l'avait privé de finir le tournoi Destination. Mais je le trouve de plus en plus disponible dans le jeu, aussi pas mal sur les appuis. Il a un centre de gravité assez bas, ce qui lui permet aussi d'être pas mal à éviter, à pouvoir faire quelques crochets. Donc Régis Montagne sur ça, offensivement, c'est très bon. Défensivement, il s'est aussi bien amélioré. Je trouve que là où il pêchait beaucoup avant, c'était sur ses replacements, surtout au niveau des rats du ruck. Là, je ne l'ai pas vu une seule fois manquer à l'appel. Je ne l'ai pas vu une seule fois se faire prendre intérieur au bord d'un ruck. Et défensivement, j'ai pas à souvenir qu'il ait raté beaucoup de plaquages. Donc Régis Montagne commence petit à petit à prendre les critiques en compte et à s'améliorer. Et à seulement 25 ans, je pense que ça va être le pilier droit, le futur pilier droit de l'équipe de France. Même s'il y a de la concurrence, comme on parlait, avec Bamba, avec un Georges-Henri Colombe, avec un Falatea, un Tatafou. Donc à voir. Trois joueurs qui ont bien performé. Montagne, apparemment, il s'entraînait dans son garage là quand il était à Grenoble. C'est un gros travailleur. Donc, physiquement, grosse bête là. En plus, et tous ces joueurs-là, je pense que pour la Coupe du Monde, là, même le tour des destination, ou cette phase retour aussi de championnat de nation, enfin pour les prochaines échéances, je pense que ça va être l'état de forme général. Est-ce qu'ils vont continuer à performer parce que c'est bien. C'est sûr, c'est bien là de performer maintenant sur ces matchs-là. Ils montrent qu'ils ont quand même un peu de régularité. Maintenant, faut le tenir. Faut le tenir quoi, ce rythme-là. Mais sur ces trois grands joueurs, moi je te rejoins. Moi sur mes trois grands joueurs, quand même, je dirais Verhaeghe, Florian Verhaeghe, lui aussi quand même de sa saison avec le MHR et aussi pour ses matchs en équipe de France, en touche. Gaël Ficou disait dans un podcast de rugby confidentiel que apparemment c'est un des joueurs, on dirait pas, il n'est pas épais, il n'est pas énorme, il fait très mal à l'impact, il est très dur. Et en tout cas, ça se ressent quand même sur ses prises d'intervalle et tout. Donc je pense qu'il peut être intéressant. En plus, on sait qu'il a eu un peu de difficulté avec l'équipe de France. Là, il revient fort. Donc c'est bon pour lui. Et défensivement, désolé de te couper, mais défensivement aussi, c'est un sécateur. Ah, c'est un sécateur, tu fais bien de le dire. Franchement, non, mais c'est un gros joueur. Voilà, il avait joué au Stade Toulousain, après il est parti à Montpellier, il était un peu moins dedans. Et là, je trouve qu'en plus à l'équipe de France, il assure et il a une place s'il est épargné par les blessures, à aller gratter. Et après, je pense qu'il faudrait parler aussi de Max Spring, même s'il s'est blessé. Pour moi, c'est un joueur très intéressant. Donc, que ce soit avec le Racing d'une manière générale, mais aussi avec l'équipe de France. L'histoire un peu marrante, c'est que c'était son frère, Tom Spring, qui avait joué contre les Blacks lors du dernier match C'est vrai. de la tournée. Donc, bonne fratrie là, à la maison, ça doit être costaud. Pour revenir au sujet, non, mais c'est sûr que. Il y en a un troisième, il me semble, en plus de Spring, à Biarritz. Ouais, c'est une grosse famille de rugbyman. Mais ouais, Max Spring, moi je trouve que ça fait toujours plaisir de voir des arrières qui performent et qui sont pas forcément très très grands. Il doit faire 75, un peu plus. Mais je trouve qu'il est intéressant dans son registre, et propre, bien qu'il s'est blessé. Donc voilà, Max Spring. Et donc après, Gazotti, je te rejoins. Et moi, je rajoutais Lenny Nushi. Parce que je trouve que il s'est envoyé terrible pour l'équipe de France alors qu'il sortait d'une grosse saison avec le MHR. Et voilà, il est arrivé, il a fait le taf. Et même lors d'une interview pour le Midi Olympique pour Rugby-Rama, on l'avait évoqué le fait qu'il enchaîne et que son temps de jeu, qu'il a niveau récupération et tout, ça allait pas être tip top.
Et voilà, il en avait conscience et que pour lui, il n'y avait pas de calcul à faire si il voulait réaliser son rêve de faire la Coupe du Monde. Donc voilà, je mets Linenoshi parce que c'est un grand joueur, mais bon, quand le dernier match contre le Japon, vous l'avez vu, il a eu un protocole commotion, puis après il s'est blessé la cheville, donc pas de chance, et en espérant qu'il revienne fort. Mais donc voilà, Verag, Max Spring et Nushi, donc deux Montpellierins moi sur mon top 3. Ok. Ok, on peut aussi évoquer, je pense, Moefana. En mention honorable. Moi, ma mention honorable, je pense, c'est Moefana. Très Pas bien. mal critiqué. Et après, sur ceux qui, on va dire, un peu perdu des points, malgré eux ou pas, Guillard, du coup, avec le retour de Meafou, Staniforce qui a fait aussi de très bons matchs, très réguliers. C'est pas celui qui va traverser le terrain, mais c'est très propre. Et même, du coup, au poste de troisième ligne, Guillard, un peu moins sa place maintenant, avec les profils assez mobiles qu'on a. Pour Juste, moi, après, dans tous les cas, je pense qu'il restera sur le banc, derrière un Meafou ou quoi. ouais, moi juste par rapport à, tu vois, Guillard, je suis d'accord avec toi qu'il ait perdu des points et donc qu'il peut se retrouver dans cette case. C'est pas une case flop, mais j'ai oublié comment tu l'appelais. Mais, Perdu des points. a perdu des points, pardon. Mais en fait, c'est vrai que tu te rappelles comment Guillard, lors du tour destination, même la presse étrangère, tout le monde s'enflammait en fait à ce sujet. Non, tu trouves pas que il faut comment on peut vite monter, vite, même si là, bien sûr, c'est pas le redescendre, mais c'est à travers les perfs, tu te rends compte que ça va Ah oui. hyper vite. Après, non, mais moi je le mets dans cette case-là, justement, non pas par rapport à ses perfs, mais plutôt par rapport aux perfs des autres. Il revient de blessure, donc c'est normal qu'il pouvait pas retrouver directement le niveau qu'il avait. Mais je comprends tout à fait cette idée de, on peut rapidement faire monter quelqu'un, et dès que ça va plus, il va redescendre au plus bas de terre. Donc on va le recritiquer. Et c'est malheureusement la dure loi des sportifs de haut niveau, que ce soit dans le rugby ou dans notre sport, dans notre discipline. Mais Fait. moi, je suis très loin de dire qu'il a plus sa place en équipe de France. Ça reste Voilà. un... Je pense que tu fais rentrer un Guillard à la 60e minute d'un match, l'adversaire, il est pas content quand même. Tu vois, tu fais sortir un Meafou, il est content, tu fais rentrer un Guillard, ça fait chier, quoi, pour l'adversaire. Non, c'est sûr. Ah oui, c'est bien, ouais, c'est vrai que c'est cette nuance-là. Après, les générales à tous les sports de haut niveau, comme tu l'as dit, mais c'est vrai que. Mais en plus, la Guillard, comme tu l'as dit, c'est pas pour ses performances personnelles, quoi. C'est vraiment pour. Par rapport aussi, en fait, aux mecs à côté qui prennent du niveau, donc ça dépend pas que de eux, quoi. Donc c'est ça qui est en Et, équipe de France. C'est dur. et finalement, c'est même une bonne chose que tu vois que tu aies des joueurs aussi bons qui redescendent un peu dans la hiérarchie. Ça montre finalement le talent qu'on a, ça montre le vivier français, ça montre finalement toute la complexité, comme tu disais aussi au tout début, le casse-tête, les maux de tête que va avoir Fabien Galtier à aligner la meilleure équipe possible avec tous les talents qu'on a. Donc voilà. Après, sur un autre joueur qui les perfs des autres et ses perfs ont un peu, pour moi, lui ont fait perdre des points, c'est Oradou. Il n'a pas fait d'entrée exceptionnelle. Verag a fait comme tu disais, bah, toi, il est dans tes joueurs qui ont gagné des points. Bah, justement, si Verag gagne des points, bah, du coup, Oradou en perd un peu. Il n'a pas été exceptionnel. Verag a été aussi très très bon. Donc, quand tu sais qu'aussi il manque un Thibaut Flamand, est-ce que Oradou va encore avoir sa place sur le banc de touche pour les prochains matchs, quoi? Et est-ce que finalement pour les 3 matchs aussi, voilà, de l'équipe de France dans cette compétition-là, la phase retour, je sais que on va en parler un peu après, mais donc à voir quelle stratégie aussi au niveau de l'effectif. Est-ce que tu ramènes de nouveaux mecs, tu gardes une... Ça, je ne saurais dire, mais c'est sûr que je te rejoins sur Oradou et sur cette concurrence en deuxième ligne. Et du coup, enfin, moi, dernier joueur qui a un peu perdu des points, qui a commencé finalement titulaire sur ces matchs, c'est Demba Bamba, qui a commencé titulaire et qui petit à petit a perdu du coup ce statut de remplaçant, et après il a été pas sur la feuille, il me semble, contre le Japon. Tout à fait. Donc bon, je pense qu'on a quand même pas mal parlé, on va pas non plus se réattaler dessus.
Et, Ah ouais, première ligne, moi je parle pas trop première ligne. mais voilà, c'est qu'après on se dit quand même, il y a pas mal de choix à droite, il y a des profils différents, il y a encore du Falatea aussi, Tevita Tatafou, donc est-ce qu'il a vraiment perdu Il a perdu sa place de titulaire pour ma montagne et est repassé devant lui. Est-ce qu'il est devenu deuxième, troisième, quatrième choix? Ça, je pourrais pas non plus aller dessus parce que ça va vraiment dépendre, comme on disait, des formes, des blessures, tout ça, tout ça. Mais Bamba était le numéro un. Et là, pour moi, il s'est fait dépasser par Montagne. Donc c'est pour ça que je le mets dans ceux qui ont perdu des points, quoi. Donc je pense que niveau individuel, on a fait le tour. On peut passer finalement sur les autres équipes qui composent aussi cette Nation Championship. Elles sont au nombre de 12. Hein. Donc on va surtout se pencher du côté hémisphère sud, puisque ce sont les prochaines échéances qui vont arriver. Pour moi, indétrônablement, une équipe est au-dessus des autres, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est vraiment quand même costaud, quoi. Quand tu vois que. Bon, c'est peut-être un détail, mais tu vois que Colby aussi s'amuse à prendre les transformations, quoi. Face à l'Angleterre lors du premier match. Ils prenaient les transpos. C'est impressionnant leur pack là qui continue à être toujours aussi féroce, quoi. Et donc, toi, je sais pas ce qui t'a le plus marqué, mais je vois que leur polyvalence, c'est vrai que ça fait peur, quoi. Bah, c'est une maîtrise du jeu, quoi. Ils ont une telle maîtrise et je suis d'accord, on peut parler de arbitrage. Au bout d'un moment, on peut parler d'arbitrage en 2023. Je suis d'accord. Mais là, je pense que sur un terrain, l'Afrique du Sud reste la meilleure équipe du monde. Et de loin, personne n'arrive à les chatouiller, personne n'arrive à les inquiéter. Donc vraiment, l'Afrique du Sud, ils ont du talent de partout. Ils ont aussi un très beau vivier. Ils ont des joueurs, mais d'une capacité, d'une dimension physique énorme. C'est ce qui fait aussi leur puissance. Mais ce sont des joueurs qui ont énormément de talent, qui sont complets. Donc maintenant, sur un terrain, il faut aussi arrêter de prendre l'excuse des arbitres et juste se dire, ils sont meilleurs et point. Je pense que le monde entier du rugby a un petit train de retard, un petit wagon de retard sur cette équipe sud-africaine. Tellement aussi stratégiquement, Rasmi, Erasmus, c'est hyper bizarre son prénom. Erasmus, du coup, a aussi une science du rugby, des qualités stratégiques, tactiques, qui est aussi exceptionnelle. Il n'y a pas que sur le terrain, il y a ce qui se passe en dehors et la tête derrière cette équipe. Non, oui, c'est vrai que l'Afrique du Sud, c'est surprenant, même si des fois on peut parler t'as parlé de l'arbitrage, mais des fois on parle du dopage. Il y a aussi une culture tout simplement je pense de la musculation. Ça reste des peuples qui ont travaillé la terre. En plus, je suis pas un spécialiste, je suis pas sociologue, mais en tout cas, il y a un bon mélange quand même là, multiculturel et c'est un pays qui vit le rugby quoi, à 2000%. Mais attention, l'Afrique du Sud a connu des creux générationnels, quoi. Il y a des moments où il se faisait tuer par les Blacks, il se faisait tuer par l'Australie. Dans les années 2016-2007. Donc oui, là je pense qu'ils sont au top de leur forme et à voir s'ils vont continuer cette bonne forme. Mais déjà au bout du championnat des nations et peut-être au bout de la Coupe du Monde, en sachant qu'ils vont avoir leur Full Nation, je pense, il me semble, c'est ça, avant le championnat des nations. Peut-être qu'ils seront un peu fatigués pour la phase de retour. Mais c'est sûr que l'Afrique du Sud, ça fait très très peur. Notre équipe qui pour moi me fait quand même peur, hein, c'est cette équipe de Nouvelle-Zélande. Ils sont pas passés loin de perdre face à nous au premier match tout simplement. Mais ça a été aussi c'est un renouvellement pour eux, pour l'Afrique du Sud actuellement, c'est un renouvellement total, nouvel entraîneur, même si niveau joueurs il n'y a pas de gros changements, même si t'as Barrett qui était sur le banc face à nous. Après on l'a vu contre notamment l'Irlande n'a rien fait du match. Ils ont écœuré les Irlandais. Peut-être qu'il y a aussi le fait qu'ils soient chez eux, mais je
pense Oui. qu'il se relance. On voit que même dans l'effectif, même la charnière et puis voilà, il y a du renouveau. Et je pense que là, ils sont en train de remonter la pente. Ouais. Ah, oui, oui, Ruben Love, ça reste quand même. Moi, il m'a impressionné. Sur le match, je le connaissais pas forcément avant. J'avais jamais vu énormément de matchs de lui. Mais Ruben Love, c'est, je trouve, un peu un, un- un type à la Jalibert. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ce côté feu follet, un peu. Capable de prendre des décisions, de mettre beaucoup de vitesse dans ses prises de ballon. Et quand même, Cameron Garde. Pour moi, il fait partie des meilleurs neufs du monde. Ce neuf, moi, m'impressionne et je le trouve excellent, Cameron Card. Je te reçois là sur la charnière. Regarde, et Love, c'est vraiment du costaud. Après, t'as Jordi Barrett Mm. aussi qui est intéressant, il est toujours là. Son frère Boden, on le voit un peu moins. David McKenzie, on dirait, c'est Karim Benzema. Voilà, plus il prend de l'âge, plus il devient très très chaud. Voilà. Après, Yana, j'ai entendu dire certains journalistes que si l'équipe de France avait eu en fait son équipe avec tous ses top joueurs, ils auraient gagné cette équipe d'All Black. Toi, je sais pas ce que tu en penses. C'est compliqué, c'est comme je disais, c'était aussi une équipe qui mettait un nouveau schéma tactique en face, qui mettait un nouveau schéma tactique en place. T'avais quand même des joueurs qui manquaient un peu à l'appel. Donc est-ce qu'on aurait gagné? Je sais pas. Je sais pas. Si on prend le même match et qu'on change les joueurs, c'est possible. C'est possible. Après, comme on aurait pu se prendre une tollée, hein, faut pas se le cacher. Hein. Là, on a eu aussi un très bon match parce qu'on avait les joueurs sur le terrain qui ont voulu prouver, qui ont voulu aussi mettre les ingrédients pour renverser ces Blacks. Ça se joue à seulement 2 petits points. Mais oui, après, c'est sûr que si on veut être champion du monde en 2027, avec l'équipe A, on doit battre une équipe des All Blacks comme ça, dans tous les cas. Donc, est-ce Non, qu'elle aurait gagné? Est-ce qu'elle aurait gagné? Je sais Ouais, pas. non, je te rejoins parce que le fait que. Bon, je sais que là on parle des All Blacks, mais voilà, pour parler un peu de ce match en parallèle, si le fait que les joueurs là, l'équipe de France était composée finalement, comme tu disais, de mecs qui avaient là, les mecs ils avaient envie de prouver, quoi, ceux qui étaient sur le terrain, et bien si c'était que des mecs qui sortaient d'une saison top 14 avec un peu moins de jus, que ce soit mentalement ou physiquement, ces Blacks là, quand même, je pense que. C'est- Bon, après, là, c'est de la spéculation qu'on fait, donc on Oui. sait pas trop. Mais ouais, les Blacks, très dangereux. Blacks, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, là, c'est 40-21 face à l'Irlande, 47-17 face à l'Italie, qui est pourtant à la mi-temps, il y a eu 14-10, quoi. Ils tenaient quelque chose, les Italiens, ils ont craqué en deuxième mi-temps, je pense, avec la fatigue. Et Nouvelle-Zélande-France, ouais, 34-32, du coup, pour les scores. Ouais. Donc c'est une équipe qui est montée petit à petit en puissance. À voir du coup sur le Four Nation ce que ça va donner parce que c'est une équipe ultra intéressante avec aussi on en a pas parlé il me semble pas mais Will Jordan ce mec est radio commandé pour aller à l'essai dans quoi qu'il se passe dès qu'il a le ballon. Donc aussi voilà ce sont les All Blacks, on retrouve des All Blacks aussi très puissants avec un gros paquet d'amants, Cody Taylor, toujours ce Hardy Savea, Tupolutu, voilà, de très grands noms, de très grands porteurs de ballon, de très bons, et derrière de très bons joueurs de ballon. Donc ouais, cette équipe de la Nouvelle-Zélande va falloir faire attention aussi pour l'horizon 2027. Après, derrière, Argentine, c'est toujours très dangereux. On l'a vu sur ces matchs. L'Australie, c'est pas la grande Australie, mais ça peut poser des problèmes. Japon, bah, dès que ça commence à être très physique face à eux, c'est beaucoup plus difficile. Et Pour ça Fidji, qu'on Pardon, c'est pour ça qu'on a vu que la France a opté pour quelque chose de plus dense et plus simple, quoi. Parce que le Japon, ils aiment ça quand même, le jeu. Ils sont à l'aise dans le jeu mais, débridé. mais j'avais vu le match, leur premier match face à l'Italie. Ils ont totalement fait déjouer les Italiens. Et ils ont aussi, je trouve, ce numéro 10, Ito, qui était mais exceptionnel. Ils en parlaient que c'est un mec qui joue à l'université. Il était en train de préparer son BTS, hein, le type.
et il a été appelé pour jouer avec l'équipe A. 21 ans, il joue normalement, il est même pas pro, il joue en universitaire. C'est impressionnant ce qu'il fait pour son âge, pour son niveau. Il a été un excellent numéro 10. Tout à fait. Donc le Japon, sait-on jamais, on ne sait pas l'évolution qu'ils peuvent avoir en un an, quoi, même par rapport à la Coupe du Monde 2027. Mais on l'a vu, ils ont quand même énormément augmenté. Si on prend déjà par rapport à il y a 10-15 ans, ça a pris beaucoup de niveaux. Ça arrive à rivaliser, ça arrive à tenir tête, voire même à gagner du coup des nations du Nord. Donc non, ça reste quand même une très bonne équipe, une solide équipe du top 10. Moi, ce que je suis quand même dégoûté, c'est pour les Fidji, que je trouve quand même que on peut même pas juger leur performance de cette tournée parce qu'ils n'ont même pas joué devant leur public. Ils jouaient limite chez les adversaires. Donc les Fidji, j'ai envie de dire les pauvres, ils s'en prennent, je crois, 73 face à l'Angleterre. Ils perdent face au Pays de Galles et ils perdent face à l'Écosse. Mais ils sont pas chez eux. Donc on va dire tout l'avantage qu'il y avait sur cette tournée, qu'ils auraient pu avoir sur cette tournée, ils l'ont perdu. Parce qu'ils jouaient pas chez eux. Il y a eu 8 à 73 face à l'Angleterre. Voilà. Fidji-Écosse de 33-17. Et Fidji-Pays de Galles, bon, ils ont un peu accroché, mais 24-39. Donc même le joueur Ben Earl, tu sais, le troisième ligne anglais, il a fait une sortie médiatique, apparemment, pourquoi ne pas tout jouer dans un même pays directement. Je trouve que c'est totalement déloyal pour les Fidjiens de pas jouer chez eux. Aussi, il y a les Japonais qui ont joué en Australie. Je comprends pas trop du coup l'intérêt de ce Nation Championship si justement on va pas dans les pays directement et on joue pas là-bas. Ok, il y a au Fidji, il n'y a pas des stades comme le Stade de France, mais justement c'est avec ces je pense, à mon avis, évidemment je suis pas expert, mais je pense que c'est avec ces compétitions là que tu peux du coup impulser une dynamique pour que ça se développe de plus en plus dans les îles Fidji, ou au Japon, ou quoi que ce soit, quoi. Pour le match aussi du Japon là, en Australie, je crois que c'était l'Irlande qui ne voulait pas trop bouger. Oui. Et un autre match un peu foufou, là, je sais pas si tu l'as vu, entre Hong Kong et l'Uruguay. Oui. L'Uruguay à 42-10. Et à quelques secondes de la fin, tu as un ailier franco-hongkongais qui est passé par Dijon ou Chambéry par le passé. Donc ça aussi c'était un match un peu inédit. Bon, c'est pas du championnat des nations, mais c'est une sorte de deuxième division. Ouais, c'est la deuxième div. Parce que je crois d'ici 4 ans, plus ou moins, il va y avoir ce système de promotion-relégation. Donc ça aussi, ça va être intéressant à suivre. Mais oui, par rapport à où on se place, par rapport à toutes ces équipes, je pense que numéro 1, largement, on a l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud numéro 1, je pense qu'on est 2e, 3e, ça se joue avec la Nouvelle-Zélande. Je sais pas toi, quel est ton avis sur non, c'est si. Après, sur le classement en hémisphère nord, du coup, je sais pas si tu pourras l'afficher après. Mais genre, je crois que voilà, on est premier. De l'autre côté, t'as l'Afrique du Sud. Donc, moi, franchement, je pense que faut attendre les matchs de la phase de retour. Donc, je crois que c'est ça. On commence par les Fidji. On fait Fidji, Afrique du Sud, Argentine. Ouais, le 7 novembre, le 13, on enchaîne le 21. Et après, avec le match de classement. Mais oui, je pense que l'Afrique du Sud, comme tu l'as dit, ça dépend des fois des matchs et de la dynamique. Je sais, tu parlais de ça, mais donc ouais, je pense que moi je me mettrais quand même même niveau que l'Afrique du Sud, à peu près à égalité, quoi. Ah non, pour moi l'Afrique du Sud reste au-dessus. Reste au-dessus. Quand ils ont mis 42-28 à l'Écosse, l'Écosse quand même une équipe qui, je trouve, est magnifique à voir, même si elle est capable du meilleur comme du pire. L'Écosse qui nous a mis une branlée chez elle, quoi. Ouais, 50-40.
Et encore, on va chercher les 40 points un peu par magie. Mais après, ils étaient chez eux aussi, l'Afrique du Sud. Mais bon, à domicile, l'an passé, on s'est fait tarter par ces mêmes Sud-Africains. Donc pour moi, l'Afrique Ils du font peur, Sud ils font est... peur, mais la France, c'est quand même le French Flair, l'impression on est en train de le retrouver, enfin on l'a retrouvé, mais c'est sûr qu'il... Oui, je suis d'accord avec toi qu'il nous faut peut-être encore un peu plus de maturité, et développer une réelle stratégie pour les driver, parce qu'ils sont quand même très très massifs. Toi, c'est quoi qui te fait le plus peur en fait chez eux? Je pense quand même cette... La densité physique, ça c'est sûr. Niveau avant, on peut pas comment ça s'appelle? On peut pas le nier. Niveau des trois quarts, ça se joue beaucoup plus. Je pense qu'on a beaucoup d'atouts. Niveau trois quarts, c'est un peu plus équilibré. Je pense que on peut faire face à eux. Et je pense qu'après, ça va être au niveau stratégique. Les dernières fois qu'on a perdu quand même contre les Sud-Africains, on a essayé de vouloir faire le jeu des Sud-Africains. On a voulu du coup jouer le feu contre le feu et malheureusement c'est nous qui nous sommes brûlés. Donc pour moi, il faut réussir à les bouger, il faut réussir à les déplacer, à garder ce ballon, à justement ne pas subir. Et c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a malheureusement mal fait pour moi face à l'Écosse, parce que ça serait un peu l'équipe qui ressemblerait le plus avec un gros paquet d'avant, mais aussi des trois quarts qui sont capables de mettre le feu en termes d'hémisphère nord, en adversaire. Donc ouais, non, c'est la stratégie, la régularité et vraiment la densité physique de cette équipe, quoi. Tout à fait. Après, comme tu l'as dit, ils sont un peu vieillissants sur certains postes. On voit la doublure numéro 10, même s'il y a voilà, André Pollard, il a 32 ans. Toi, je sais pas si ça te paraît un peu limite. Ça va être sur la fin, quoi. Pour la Coupe du Monde, ça va être parfait, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est une doublure parfaite pour Sacha. J'ai plus son nom exact en tête. Comment? Heimberg, je crois, ouais, un truc comme ça. Ouais. Attends. Ouais, grosse machine en tout cas. Hein. Tout le monde, il a assez qu'il a crevé l'écran lui. C'est un peu dur. Hein. Feinberg, ouais. Feinberg, Mgo Mezulu. Ah, mon Dieu. Et l'Afrique du Sud, ça reste quand même... Ouais. C'est du vrai travail de journaliste, ça. Je viens de... Petite recherche internet. Mais ouais, 12 victoires d'affilée. Et quand tu regardes, c'est minimum 30 points, à part une fois contre l'Irlande. Et c'est tout. Et ils sont à 24 points, tu vois. Mais sinon, c'est 45-21 contre l'Angleterre, 42-28 contre l'Écosse, 43-0 contre le Pays de Galles. C'est solide. La dernière défaite, c'était contre la Nouvelle-Zélande, 24-17. Et ils avaient perdu aussi chez eux face à l'Australie, 38-22. Mais voilà, c'est une équipe... Affaire à suivre. Ouais, affaire à suivre. Une équipe très solide. C'est une grosse revanche pour la France. Là. La France, ça va être... parce qu'on a perdu 2 fois face à eux, du coup, là. En plus, c'est important. On se fait humilier, il me semble. Alors déjà, attends, je suis en train de rechecker. 32-17. 32-17. La défaite d'avant, c'était du coup quart de finale. Et du coup, la dernière fois qu'on les a gagnés chez nous, c'était au Vélodrome aussi. Et ça joue de peu. T'as Antoine Dupont qui prend un carton rouge. Donc ouais, ça reste quand même notre bête noire. Hein. Donc ouais, à voir. Donc il y a qu'un match qui est au groupe, qui est à Lyon, c'est ça? C'est ça. France-Fidji à Lyon et après Afrique du Sud et Argentine au Stade de France. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour du coup sur cette review du coup du tournoi pas du tout du tournoi Destination sur ce Nation Championship. Merci à toi, Elias. Merci. Et attends, on t'a pas entendu. Ah oui, non, mais merci à toi voilà, pour l'invitation.
Donc, bon, je sais pas si ça doit se dire, mais on a fait la même école voilà, de journalisme. Donc, ce qui crée aussi des liens. Mais au-delà de cette école, c'est aussi plus la passion pour le rugby. Bah qui oui. nous école. Et d'ailleurs, si vous savez pas qui est Elias, il y a une vidéo où tu y es finalement. C'est celle avec les commentateurs. Normalement, il y aura l'affiche en haut à droite. Où justement, bah, tu commentais ce match entre le Stade Toulousain et la SM. Tout à fait, une vidéo que voilà, je vous invite à aller regarder avec une très belle réalisation. Et ouais, c'est un projet que de nombreux étudiants, donc pas que moi, mais de nombreux étudiants, que ce soit de notre école et d'autres écoles de Toulouse, ont pu. J'ai vu que ça se développe aussi dans d'autres villes de la France. Donc voilà, pour commenter pour les malvoyants, mais pas que. Voilà, en partenariat avec la mairie de Toulouse, donc c'était un projet super et une très bonne vidéo. Merci beaucoup. Bon, bah, merci à toi encore une fois. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Évidemment, ça soutient énormément. Il y aura aussi les réseaux de le compte professionnel de Elias en description. Allez donner de la force, ça fait toujours plaisir. Et ben, moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Au revoir.